t'as gardé les mêmes idées, mais tranquillement, t'es passé de la gauche au centre-gauche, au centre-droit, à la droite. Puis des fois à l'extrême droite, parce qu'on te traite d'extrême droite. Alors que t'as pas vraiment changé d'opinion. Et je pense qu'on assiste en tout cas à un processus de radicalisation à gauche qui est inquiétant. What's up tout le monde? Bienvenue dans un nouvel épisode du What's Up Podcast. Ici, votre animateur, Jer Alain, et j'espère que vous allez super bien. L'épisode de cette semaine est possible encore une fois grâce au soutien de nos commanditaires procafetière.ca et les cafetières Bellucci. Donc, un énorme merci à eux de continuer de soutenir le What's Up Podcast. Si vous êtes tanné des cafetières qui tiennent pas à route puis qui pètent tout le temps, ben offrez-vous une cafetière Bellucci. Et si vous le faites, ben faites affaire avec procafetière.ca parce que c'est eux autres les experts en tout qu'est-ce que rapport avec le café. Situés à Varennes, allez les voir en magasin ou commander rapidement et en toute sécurité sur leur site internet au procafetière.ca. Et si vous voulez m'aider sur une note plus personnelle, devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Pour 3-4 pièces par mois, accédez au podcast sans publicité et ça dès sa sortie. Donc pas besoin d'attendre des semaines avant qu'il soit disponible pour tout le monde. Fait que là, je viens de finir avec mes pubs, mais si vous aimez le podcast, je vous encourage à en parler à votre entourage, à laisser un petit thumbs up, à y laisser un petit commentaire positif dans la section commentaires. Puis ou sinon, tout le monde, je vous dis un énorme merci et on se revoit la semaine prochaine et bon podcast tout le monde. Fait que what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast, un nouvel invité, très content de l'avoir parmi nous. Aujourd'hui, il est au Québec, on a Christian Rioux, chroniqueur politique et culturel, correspondant québécois à Paris et nouvellement chroniqueur au Journal de Montréal. C'est tout récent. Un gros merci d'être avec nous autres aujourd'hui, c'est super apprécié. C'est un plaisir. Ouais, c'est un plaisir pour moi aussi. Ça va bien? Aucun doute. Ça va très bien, ça va très bien. Je suis venu retrouver l'hiver dont je m'ennuie à Paris. Ben oui, c'est toujours ça que tu me disais, puis le décalage horaire, ça se contient toujours un petit peu. Ça va encore, ça se place, mettons. Un gros merci d'avoir accepté mon invitation au podcast. Ça a fait énormément jaser en décembre 2025, juste un peu avant les fêtes. Tu t'es fait montrer la porte par le journal Le Devoir. Ça a fait un effet de bombe, en tout cas chez certains, parce que il y a eu une lettre par la suite de 400 personnes qui l'ont signé pour montrer leur mécontentement de ce geste-là. Puis, il y a certains qui se sont même réjouis de ton renvoi au Devoir. Ben oui. Comment expliquer ça? C'est quoi? Parce que, tu sais, moi j'ai pas suivi. Ça fait 30 ans que t'es au Devoir, il faut le dire. T'étais au Devoir. Mais pour ceux qui n'ont pas suivi un peu tout ça ou qui sont pas à jour ou familiers un peu avec l'univers intellectuel québécois, ça datait de quand, ça? Tu sais, parce qu'il y en a qui voulaient ta tête, tu sais. Oui, ça datait de quand? C'est comment que ça a commencé? Écoute, ça fait plusieurs années que... D'abord, moi, j'étais au Devoir depuis 30 ans, puis je ne veux pas rentrer dans les détails de tout ça, mais progressivement, surtout depuis une dizaine d'années, on a vu une polarisation évidente dans la société québécoise, la gauche, la droite. On se fait traiter d'à peu près toutes sortes de noms. Et depuis quelques années, il y a une gang de monde qui m'ont pris à partie, qui réclamaient ouvertement ma démission ou mon expulsion du Devoir. Ces gens-là, c'était rigolo au début, c'était amusant, C'était un peu du bruit de fond, genre? Oui, c'était du bruit de fond, on rouillait un peu de ça, mais ces gens-là aujourd'hui deviennent de plus en plus influents sur la société québécoise, ils influencent les médias, ils sont présents même dans les médias, ils sont à Radio-Canada, ces gens-là sont assez présents, des gens qui réclamaient justement ma tête.
Et j'ai l'impression qu'on a de plus en plus de difficultés à vivre avec les contradictions. De plus en plus de difficultés à vivre avec des gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Moi, toute ma vie, j'ai adoré être en désaccord avec du monde. Il y a des gens que j'aime être en désaccord avec eux, j'aime m'ostiner avec eux, puis après ça, on va prendre une bière, puis on a bien du plaisir. Mais cette attitude-là, je dis, j'ai le sentiment qu'elle disparaît aujourd'hui de plus en plus. Elle est moins courante et c'est ça, en fait, un peu qui s'est produit, une espèce d'éloignement progressif des points de vue. Difficulté de se supporter, difficulté d'accepter la contradiction, de répondre à la contradiction. Tu sais, aujourd'hui, on est beaucoup dans les invectives. On en parlait tout à l'heure. Qui c'est qui s'est pas fait traiter d'extrême droite? Celui qui s'est pas fait traiter de ça, il va se faire traiter bientôt. Son tour va venir. Oui, son tour va venir, c'est sûr, dans quelques mois ou même dans quelques années. Donc, c'est un peu ça, finalement, je dirais, le résultat et le processus de ce qui s'est passé. Mais ça s'est passé pour moi, mais ça s'est passé partout, hein. Il y a des gens qui ont été Barry Weiss, par exemple, qui a été à peu près expulsé du New York Times il y a un certain nombre d'années. On voit ça en France. Un pauvre journaliste dont j'oublie le nom qui a reçu une proposition de travailler avec Jordan Bardella, peut-être sur une biographie ou sur un livre, qu'il n'a jamais accepté, qu'il ne l'a jamais fait. Il a juste reçu le courriel pour lui proposer ça. Ça a été trop. Foutu à la porte de la télévision ou de la radio publique en France. On voit ça partout. On voit ça partout, des journalistes expulsés, des gens et on voit ça surtout de la part de la gauche. En France, toute une série d'intellectuels qui habituellement écrivaient dans Le Monde sont rendus tout au Figaro. Parce que Le Monde ne veut plus les voir, il n'est plus d'accord avec leurs idées. Pourtant, ces gens-là disent à peu près, grosso modo, à peu près la même chose qu'ils disaient il y a 5 ans ou il y a 10 ans. C'est quasiment symptomatique, tu sais, de cette nouvelle gauche-là, on peut dire, là, tu sais, de repousser tous ceux qui pourrait aller à l'encontre de qu'est-ce qu'il pourrait dire ou qu'est-ce qu'il pourrait penser. Oui, on a une gauche, je pense, qui s'est beaucoup radicalisée. Hein. Prenons une question aussi simple, la laïcité. Y a-t-il une affaire qui était plus de gauche que la laïcité? Ouais. Ça a été inventé par la gauche, ça, la laïcité. En France, la laïcité, le Parti québécois, toujours social-démocrate, était pour la laïcité. C'était vraiment une question ancrée à gauche. Mais là, tranquillement, quand tu dis laïcité aujourd'hui, c'est droite ou c'est peut-être même extrême droite. En France, c'est Marine Le Pen qui défend la laïcité. C'est la droite qui la défend, grosso modo. La gauche, on dirait, veut plus rien savoir de ça, même si elle brandit le mot de temps en temps. Alors, t'as gardé les mêmes idées, mais tranquillement, t'es passé de la gauche au centre-gauche, au centre-droit, à la droite. Puis des fois à l'extrême droite, parce qu'on te traite d'extrême droite. Alors que t'as pas vraiment changé d'opinion. Et je pense qu'on assiste en tout cas à un processus de radicalisation à gauche qui est inquiétant parce que notre monde a quand même été un peu fait par la gauche depuis pas mal d'années. La gauche a connu des échecs. Elle voulait convaincre les milieux populaires de faire quoi? La révolution ou de changer radicalement le monde. Mais ces milieux-là ont pas nécessairement voulu. On dirait qu'elle leur en veut aujourd'hui. Mais est-ce que c'est pas justement une conséquence de la réussite un peu de la révolution, on peut dire, tu sais, qui amène tout le temps à pousser puis à en demander de plus en plus. Tu sais, moi, ça me fait penser d'un documentaire de Boukhar Diouf qui parlait des 9 milliards d'insatisfaits, là, tu sais, parce que c'est comme si l'humain est condamné à être toujours insatisfait puis à en vouloir tout le temps plus, tu sais. Fait qu'est-ce que c'est pas une conséquence de ça, justement? Oui, je pense que t'as raison. C'est-à-dire que on peut dire aujourd'hui que les grandes revendications de la gauche, qui étaient celles de la gauche, je sais pas, il y en a dans les après-guerre, dans les années 40, 50, 60, 70, ces revendications-là sont réalisées quelque part. On vit dans des sociétés où il y a des frais de santé qui sont assumés par l'État. Il y a l'assurance maladie,
On a de l'assurance chômage, ce que nos grands-parents ont jamais eu. On a quand même une société on a l'école gratuite, on a une société quand même qui s'occupe beaucoup, même si on peut trouver qu'il n'y a pas assez d'argent, on peut trouver qu'il manque de choses, mais quand même une société qui s'occupe de sa population. Pensons à toute la série de services qu'on peut avoir. L'État aujourd'hui subventionne un peu tout, des besoins de base, mais aussi des fois des choses un peu superficielles. Donc, les revendications de la gauche, quelque part, dans une certaine mesure, ont été réalisées. Et on vit dans ce monde-là aujourd'hui. Et je dirais qu'à la limite, on vit dans un monde où on est en train d'aller trop loin. C'est-à-dire, il y a une limite aussi à réclamer que l'État s'occupe des gens, que l'État leur fournisse des services. L'été dernier, j'écoutais à la radio, et là, j'apprends que on a subventionné un programme sur 2 ans, je pense, 3 ans à Montréal, pour apprendre à faire du vélo aux femmes immigrantes. Apprendre à aller en bicycle. Moi, j'ai éclaté de rire. Je me suis dit, c'est pas vrai, là. Un humoriste, toi qui es humoriste, t'aurais inventé ça, je pense que t'aurais fait rire la salle quelque part. Ça serait trop louable. Exagéré. C'est louable que les femmes immigrantes qui n'ont pas appris à faire du vélo l'apprennent, mais je pense qu'ils sont capables de le faire tout seuls. Je pense qu'ils ne sont pas assez niaiseuses. Moi, je suis surtout curieux de savoir combien d'argent ils ont mis là-dedans. Ben oui, parce exactement. Parce que, d'habitude... C'est quelqu'un qui te dit comment pédaler, tu vas avec les petites roulettes. Oui, c'est ça. Exactement. On a tout appris comme ça. Et je pense que c'est, à la limite, je dirais que c'est même méprisant pour les femmes immigrantes de passer à toi, tu n'es pas capable d'apprendre ça. Ah, mais c'est qu'on va te l'apprendre. C'est nous, on va te le montrer, on le sait. Je veux dire, tout le monde est capable d'apprendre à aller en bicycle. C'est un exemple un peu extrême, mais je dirais qu'on se retrouve de plus en plus dans ce genre d'exemple-là. Et la gauche fait la promotion de ce genre de choses-là. On dirait qu'elle ne sait plus quoi faire. Alors que il y aurait des choses, en tout cas encore aujourd'hui, à améliorer dans notre société. Ben c'est ça, parce que tu en as parlé tout à l'heure, tu sais, parce que tu dis que c'est pas nécessairement de quoi qui est anecdotique, qu'est-ce qui t'est arrivé là, au devoir, là, tu sais, même avant, là, tu sais, je sais qu'ils n'ont pas trop rentré dans les détails, mais ça a aussi beaucoup fait jaser. Normand Baillargeon, ils se sont comme quittés d'un commun accord, on peut dire, là. Ouais, mais sur des questions de censure. C'est ça, tu sais, exact, tu sais, fait que, est-ce que c'est de quoi qui est unique au devoir, par exemple? Est-ce que c'est de quoi qui est anecdotique au devoir, mais est-ce qu'elle est assez présente parmi d'autres médias, par exemple? Est-ce que... Oui, je pense qu'il ne s'agit pas de pointer le devoir là-dessus. Je pense que beaucoup de médias, les médias en général, sur ces questions-là, n'ont plus l'attitude qu'ils avaient auparavant. Puis c'est pas juste au Québec. Hein. Moi, je vois ça en France, puis on peut voir ça aussi aux États-Unis. Il y a de plus en plus de difficultés dans ces médias-là à vivre avec les contradictions. Et moi, j'ai vu, ça fait quand même 30 ans, plus de 30 ans que je suis journaliste. J'ai toujours été journaliste. Je pense que je me souviens pas d'avoir fait autre chose à peu près dans ma vie depuis mon cégep où j'écrivais gratis dans le journal étudiant. Le journaliste, je pense, a changé beaucoup depuis une dizaine d'années. On voit tranquillement disparaître le journaliste plate, là, traditionnel, là, qui prenait pas position, qui interviewait les pour, qui interviewait les contre. Celui qui était impartial. Voilà. Qui tendait, en tout cas, à être impartial. On n'est jamais vraiment impartial. On a des points de vue, on part de quelque part, on a une histoire, c'est certain, mais on essaye. Hein? On essaye, on se donne un peu des règles, on se dit, si je vais là, si je pars en reportage, je sais pas, moi, au Sénégal, je vais interviewer les deux points de vue, même si le deuxième point de vue te plaît pas, que tu l'aimes pas. Combien de fois j'ai interviewé des gens que je me dis, non, je vais pas me taper ça. Mais il faut le faire. C'est-à-dire, il faut le faire, c'est fondamental. Et moi, je m'aperçois de plus en plus que ça se fait de moins en moins.
ça se fait de moins en moins, ça. Je lis des articles, ça peut être dans Le Devoir, ça peut être dans la presse, ça peut être n'importe où. J'écoute des reportages de Radio-Canada, puis je me dis, mais l'autre point de vue, il est où? Et c'est de plus en plus courant, et je dirais qu'on s'habitue à ça, qu'on s'habitue à cette espèce d'unanimité. Dans le fond, on pense tout un peu pareil. On se dit, le bien est là, tu sais. C'est le bon point de vue. Oui, peut-être que c'est le bon point de vue, peut-être, mais il faut le mettre en contradiction. Il faut absolument, dans tous les cas, il faut le mettre à l'épreuve, il faut le tester. Puis la façon de le tester, c'est d'avoir des points de vue contradictoires. Et ça débouche sur quoi, ça? À un moment donné, ça débouche sur un journalisme qui est quand même relativement militant. Écoute Radio-Canada pendant 4 heures, 5 heures, là. Tout le monde est de gauche. Tout le monde. Je veux dire, tout le monde rit de Trump. Jamais quelqu'un qui va dire « Ah, mais il a fait une affaire de bonne. Ouais. Une! » Trouve-moi quelqu'un qui va dire ça dans les médias. Il a fait une affaire de bonne. Une. Sur les milliers. Hein? Christian Dufault. Ah, peut-être que Christian Dufault serait capable de le dire. Oui, c'est le genre qui serait capable de dire ça. Mais écoute, ils sont rares. Il s'agit pas. Ils sont très rares aujourd'hui, ceux qui sont capables de faire ça. Il y en a eu pas des Trump, parce que Trump est quand même assez particulier, mais il y en a eu des présidents conservateurs relativement fermes. Nixon, par exemple, était quelqu'un qui a imposé 15% de tarifs à tout le monde, hein, de droits de douane à tous les pays, l'Allemagne, tous les pays, sans... Trump, ça va à peu près arriver à la même chose, tu sais, malgré les hauts puis les bas, puis tout ce puis le spectacle qui vient avec. Puis tout le spectacle. C'est parce que là, il y a le show qui va avec, mais le fond, ça va être la même chose. Bon, mais à l'époque, il y avait une petite minorité de gauchistes dans les universités qui traitaient Nixon de fasciste, mais personne ne prenait ça au sérieux. C'était les grands médias riaient de ça. C'était pas... Aujourd'hui, on a les grands médias qui s'impliquent presque en politique, vont dénoncer Trump ou vont dénoncer même, à la limite, des points de vue un peu conservateurs. Et c'est étonnant de voir ça. Mais on s'en aperçoit pas, parce que ça se fait progressivement. Tu sais, c'est le genre de choses qui arrivent... Il y a des maladies probablement comme ça qui se manifestent comme ça tranquillement, un peu chaque jour, un peu chaque semaine, chaque mois, puis au bout de quelques années, on s'aperçoit qu'on l'a. Mais c'est comme ça que ça se passe. Les gens le voient pas. Les gens le voient pas. Il faut comme un choc pour voir ça. Et tranquillement, on glisse dans un journalisme qui, à mon avis, est de plus en plus militant. Moi, j'écoute la radio et je vois très bien que les gens militent contre Trump. C'est clair. Mais est-ce que, qu'un animateur fasse ça, je veux bien, mais qu'un journaliste fasse ça, moi, ça va pas. Moi, ça va pas. On a beau considérer que Trump, c'est la pire personne sur Terre, que c'est ci, que c'est ça. Moi, j'arrive pas à concevoir mon métier comme ça. Je peux ne pas aimer Trump, les gens vont bien s'en douter en lisant mes articles, mais il faut aller chercher la contradiction tout le temps. Il faut faire ça, c'est notre métier. D'abord, s'il n'y a pas de contradiction en journaliste, c'est plate. Mais il y en a qui parlent... Toi, tu dénonces, c'est ça, un journaliste plus militant, mais il y en a qui vont vouloir faire une distinction en disant que ça, c'est du journalisme d'opinion. Tu sais, est-ce que c'est crédible? Est-ce que... Tu veux dire, journalisme militant, c'est un journalisme d'opinion? Non, il dit que c'est pas du militantisme, c'est juste un journaliste qui fait du journalisme d'opinion. Tu sais, on dirait qu'il réussit à s'en dédouaner un peu de même, mais tu sais, c'est parce que il y en a un... Tout dépendamment du camp que tu défends ou de l'opinion que tu as, tu sais, soit que tu fais de la propagande, soit tu fais du journalisme d'opinion, tu sais, fait qu'à un moment donné... Oui, il y a une place dans l'information pour le journalisme d'opinion. Il y a des chroniqueurs, il y a des éditoriaux, et c'est nécessaire, c'est important. Mais il faut que ces chroniqueurs-là se contredisent, s'ostinent un petit peu, un peu entre eux. C'est de la contradiction que naît, je dirais, pas la vérité, parce que c'est un mot un peu exagéré, mais en tout cas, c'est dans la contradiction qu'on comprend mieux les processus
Revenons sur Trump. Moi, je dirais que Trump fasse des conneries, dise des bêtises. Tout le monde le sait. Là, ça, c'est pas évident. Tu sais, les mensonges de Trump, c'est gros comme ça. C'est énorme comme ça. Tu n'as même pas besoin de les inventer ou de les mettre de l'avant. Je ne veux pas passer des lignes et des lignes à raconter des gros mensonges que tout le monde voit. Tout le monde les connaît. Par contre, pourquoi Trump a été élu? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe dans la société américaine? Ouais. C'est ça c'est ça, en tout cas, moi, c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qui s'exprime à travers lui? Absolument. Pourquoi on a un phénomène qui s'appelle Trump? Pourquoi? C'est vraiment ça. Comment ça se fait que ça arrive aujourd'hui, que ça arrive à notre époque? Et c'est ça, je pense, qui est important. Mais quand on ose poser ces questions-là, pourquoi Trump? Ah ben là, il est Trumpiste, lui. Bon, okay. Bon. Tu te fais traiter de Trumpiste parce que tu essayes de dire, oui, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il est arrivé là? Pourquoi il y a la moitié des Américains qui le soutiennent? Bon, un petit peu moins de ce temps-ci, là, mais au moment des élections, il y a un an, il y a plus de la moitié des Américains qui soutenaient Trump. Ben, il y a quand même un plancher à 40%. Ces gens-là, c'est-tu des malades? C'est-tu des fous? C'est-tu des nazis? C'est qui ces gens-là? Il faut aller les voir, il faut leur parler. Moi, j'ai toujours essayé de faire ça. Tu sais, quand je suis arrivé en France, je pense que j'ai été le premier à couvrir une assemblée de Jean-Marie Le Pen. Grand à chaque 1er mai, 1er mai, Jean-Marie Le Pen, c'était le Front National à l'époque. Là. C'était pas Marine Le Pen. Là. Ça, c'est stuff, Marine Le Pen, par rapport à ce que c'était Jean-Marie Le Pen. C'était un méchant moineau, lui. Sauf qu'il faut aller les voir, ces gens-là. Puis je pense que j'ai été un des premiers à aller couvrir une grande manifestation au moment du 1er mai. Ils se rassemblaient autour de la statue de Jeanne d'Arc. Puis tu parles au monde, puis tu t'aperçois que c'est pas tous des fascistes. Première chose qui me surprend, tout un groupe de Noirs dans la manif. Ça a l'air qu'il est raciste, Jean-Marie Le Pen. Bon, tu vas les voir. Tu vas leur dire, qu'est-ce que vous faites là? Il est raciste, le gars, ça a l'air en haut. Pourquoi? C'est des Antillais. Les Antillais sont très, très... soutenaient le Front National. Et aujourd'hui, Marine Le Pen, quand elle arrive dans les Antilles, dans ce les Français appellent les dom-toms, des territoires, les territoires outre-mer, sa popularité est absolument extraordinaire. Donc, pourquoi ça? Si le FN est raciste, c'est pas simple, là. Moi, j'entends ici que le RN déteste les Noirs. Absolument pas. C'est complètement faux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à reprocher au Rassemblement national ou à Marine Le Pen. Écoute, le vote noir, il est pour Marine Le Pen en France. Largement, en tout cas, celui des territoires outre-mer. Donc, il faut aller les affronter, ces contradictions-là. Il faut se mettre dans le bain et aller rencontrer ces gens-là. J'ai fait la même chose au moment du Brexit. J'ai été voir les régions... les régions que peu de gens allaient voir, les grandes régions ouvrières du nord, du centre de la Grande-Bretagne, c'est ça, de l'Angleterre. Et quand on va là, on comprend pourquoi les gens ont fait le Brexit, en tout cas, on comprend la sensibilité, on comprend qu'est-ce qui irrite les gens dans la société dans laquelle on vit, puis qui aiment pas c'est des milieux qui ont été dévastés, c'est des anciens milieux ouvriers qui ont été quelque part massacrés. Puis ils ont été massacrés par qui? Ben, ils ont été massacrés par la gauche. C'est ça qui est drôle, hein? C'est la gauche qui a fait le libre-échange, qui a ouvert les frontières. Aux États-Unis, c'est largement Clinton qui a amorcé ce grand mouvement-là des années 80. En France, c'est François Mitterrand qui, au bout d'un an, s'en allait dans le mur avec sa politique socialiste et qui, là, a viré de bord complètement et s'est mis à ouvrir les frontières à la fois aux marchandises, aux capitaux et évidemment à l'immigration, parce que c'est la même chose. On ouvre les frontières, on l'ouvre aux marchandises, on l'ouvre aux capitaux, on l'ouvre aux populations et à l'immigration. Et évidemment, ces gens-là sont en colère quelque part. Ils ont perdu leur job. On perd une job un emploi d'ouvrier spécialisé, tu sais, qui était bien payé, mais qui était aussi estimé dans la société, parce que ces gens-là, il y avait une habilité, c'est des artisans capables de faire quelque chose. Moi, je n'étais pas capable de faire ce qu'ils font, là, tu sais. Ils avaient un prestige dans leur monde, dans leur village, dans leur petite ville et tout ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on leur offre? On leur offre d'aller faire des soins dans un CHSLD, là, tu sais, ou d'aller de faire des petits jobs, des job-in.
ils ont perdu, évidemment, leur salaire, mais pas juste leur salaire. Ils ont perdu leur place dans la société. Tu sais, ils ont perdu... Et ça, c'est important d'aller le voir. C'est important de faire parler ces gens-là. C'est important de comprendre ces gens-là. Et je pense que le phénomène de Trump ou le phénomène du Brexit, par exemple, au Royaume-Uni, s'explique beaucoup par ça, par ce genre de choses-là. Mais évidemment, si on ne va pas voir ces gens-là, ben là, on se dit... toute une bande de réactionnaires, c'est toute une bande d'imbéciles, à la limite, c'est une bande de fascistes. On les réduit, là. On les réduit à pas grand-chose. Ces gens-là ont vécu des choses depuis 10, 20 ans, 30 ans. Et si on ne comprend pas ça, on comprend rien. On ne comprend pas ce qui se passe finalement dans notre société, parce que ce qui se passe aujourd'hui, ça s'explique pas par ce qui est arrivé la semaine dernière ou le mois dernier, ça s'explique parce qu'il se préparait depuis 20 ou 30 ans. C'est souvent une colère accumulée dans ces populations-là et qui s'exprime aujourd'hui par Trump. Beaucoup d'Américains, je dirais que moi-même, des fois, j'écoute Trump parler, je le trouve bon. Dans les salles. Il comprend ces gens-là. Il leur répond, il leur parle. Tu sais, c'est démagogique, oui. C'est démagogique aussi, mais les gens se reconnaissent dans ce gars-là, alors qu'ils ne se reconnaissaient pas, évidemment, dans Mme Clinton ou dans ce genre-là, avec les fesses un peu collées, puis un langage très, très pincé, là, tu sais, qui ne s'adresse plus au milieu populaire. C'est-à-dire que finalement, à un moment donné, on parle plus à ces gens-là, on parle aux bobos des grandes villes et on vit entre nous quelque part. C'est ça, parce que dans le show, dans l'émission de Une époque formidable de Stéphane Bureau, c'est ça, tu parles que les médias sont pris dans un entre-nous, tu sais, où ils parlent tellement tout le temps entre eux que finalement, quand quelqu'un arrive avec une opinion différente, il est vu comme un extraterrestre. Là. C'est ça que tu disais. Oui, moi je trouve que ça, c'est-à-dire que on n'a plus les élites. La formation de nos élites, c'est plus la même chose qu'avant. Il y a beaucoup de gens qui ont dit ça, notamment dans le journalisme. Dans les journaux, il y a 20 ans, par exemple, on avait des gens qui venaient d'un peu partout. Il y avait des gens qui avaient voulu être, je sais pas moi, qui avaient voulu se lancer en politique, ça n'avait pas marché. Ils se retrouvaient beaucoup de ratés, hein, entre guillemets. Oui, beaucoup de gens. Je pensais que c'était le contraire. Tu fais une carrière de journaliste, après ça, tu t'en vas... Non, mais ça, c'était courant, mais je le dis pas de manière péjorative, parce que on avait des gens qui avaient fait des études en histoire de l'art, des ci, des ça, qui rêvaient de ça, puis là, ça se réalisait pas. Alors, ils devenaient journalistes, sauf que le journaliste bénéficiait de gens qui venaient de partout, de toutes sortes de milieux. Ouais. Et ça c'était intéressant, des milieux de la politique, des milieux de l'économie. Différentes expériences. Oui, exactement. Et puis, tu sais, c'est la caricature du journaliste que sa bouteille de scotch dans son tiroir. Il y avait beaucoup de grandes gueules. Il y avait beaucoup de grandes gueules. Foglia, c'était ce genre de personnage-là qui est immigrant 2 fois avec ses parents, puis lui, qui se retrouve au Québec, journaliste sportif, qui se retrouve finalement chroniqueur, des carrières un peu bousculées. Mais on retrouve moins ça aujourd'hui. Je dis pas qu'il n'y en a pas du tout, mais on retrouve moins cette espèce de disparité. Aujourd'hui, tout le monde a une formation universitaire, par exemple. Ouais. Un journaliste, à l'époque, il avait lâché l'université ou lâché le cégep ou je sais pas quoi. Donc, tout le monde a une formation universitaire. Un peu comme moi. Oui. J'ai un secondaire 3. Bon, tu serais un bon journaliste, tu vois. Qui n'est pas un ordre professionnel en passant. Ouais. Il y en a qui pensent qu'il faut que qu'il y ait un ordre professionnel. Genre, tu peux pas te revendiquer le titre de journaliste. Non, c'est du moment le jour où il va y avoir un ordre professionnel des journalistes, j'avoue que moi, je vais être pas mal déçu, puis j'entrerai pas là-dedans. Oui. Mais, et donc, aujourd'hui, on a un processus, je dirais, de formation de nos élites qui est différent. Tout passe par l'université. On produit beaucoup de monde. Les universités produisent énormément de monde aujourd'hui. Je sais plus, peut-être que 30, 40, peut-être même plus dans certaines sociétés, ont aujourd'hui une formation universitaire ou à peu près, ou un début de formation universitaire, sont allés à l'université. Et je dirais qu'aussi, nos universités forment des gens un peu toutes pareilles. C'est-à-dire qu'on voit bien que les idées qui se véhiculent dans les universités sont
grosso modo, un peu semblables. Ils sont formatés. Oui, il y a un côté formaté. Et ces gens-là, ils sont nombreux aujourd'hui. C'est-à-dire que si c'est 30% de la population, ils peuvent se dire, bon, on va vivre entre nous. Ils sont assez nombreux quelque part pour pas aller à l'extérieur. Ils forment d'une certaine façon leur petite société élitiste. C'est pas des gens riches, c'est pas tout ça, mais des gens qui vivent correctement, qui ont un certain savoir. Ils sont allés à l'université. T'as beaucoup dans les statistiques aujourd'hui sur les... qu'est-ce qui distingue les clientèles électorales? C'est beaucoup le niveau d'éducation aujourd'hui. Plus que le revenu, en fait. On voit ça en France, on voit ça aux États-Unis. Si tu veux aller trouver un électeur de Trump, en général, ben c'est des gens qui n'ont pas fait de cours universitaires. C'est pas une vérité, c'est pas vrai dans tous les cas, mais grosso modo, la question du niveau de formation est aujourd'hui distingue beaucoup. C'est facile après ça de réduire ou de faire comme ce monde-là sont manipulés. Puis en même temps, c'est vrai que il faut que tu lis, il faut que tu t'informes, puis de différentes façons là, pour pouvoir être alerte puis de pouvoir remettre en question les pouvoirs ou des fois les discours qui sont proposés. Mais on dirait que des fois, il y en a qui vont vouloir se justifier de ça pour justifier le fait que ces personnes-là, c'est pour ça qu'il faut se méfier du peuple. Parce qu'ils peuvent être facilement manipulés à regarder le niveau d'éducation. Ouais, mais à ta minute, il y a peut-être d'autres choses qui s'expriment de ça. Là, creuse donc plus en dessous. Oui, il y avait son nom m'échappe, il y avait un député français écologiste qui avait presque laissé entendre qu'il faudrait peut-être avoir un permis pour voter. Ou passer un test avant, tu sais. Il n'en a pas fait une proposition formelle, mais ses propos allaient dans ce sens-là. Ça devrait peut-être pas être n'importe qui a le droit de voter. Peut-être qu'il faudrait passer un test avant, puis le réussir avant de voter. Et c'est vrai, l'électorat que moi j'appellerais l'électorat populaire, quelque part, est beaucoup dénigré aujourd'hui. On présume que cet électorat-là, si on le laisse aller, si on le laisse trop parler, il va être raciste ou pas loin. Il y a des tendances. Donc, il y a toujours ce préjugé-là, puis ça, c'est assez présent dans le monde journalistique. Il ne faut pas trop laisser le peuple aller. Il ne faut pas trop le laisser parler parce que ça sera pas drôle ce qui va sortir. Alors que moi, je pense que grosso modo, c'est pas besoin d'avoir un cours universitaire pour être un citoyen. C'est-à-dire, ces gens-là sont je veux dire, on est des citoyens dans la société aujourd'hui. Certains ont une expérience qui vient effectivement des universités, certains sont plus instruits, mais celui qui a pas été à l'école longtemps, il y a d'autres expériences. Il y a des choses qu'il connaît que nous on connaît pas. Ben ouais. Et c'est autant un citoyen que moi je peux être un citoyen ou que toi tu peux être un citoyen ou bien que le président de l'Université de Montréal peut être un citoyen. Il n'y a pas de demi-citoyen. Il y a pas de ça existe pas ça. On est tous des citoyens dans une société démocratique, dans une république ou dans une démocratie parlementaire. On est tous des citoyens. Et comme je te dis, ces gens-là qui ont moins d'éducation peut-être, mais ils ont une vie aussi, ils ont une vie concrète, puis ils ont des tas de choses à nous apprendre. Et notre démocratie, si ces gens-là, on les méprise, si ces gens-là, on les met de côté, notre démocratie va en souffrir. Et elle en souffre déjà. Regarde les taux d'abstention. Aujourd'hui, c'est astronomique aux États-Unis. Oui, c'est ça. Les niveaux d'abstention sont en croissance permanente. Il va falloir se poser la question, est-ce qu'on leur parle à ces gens-là? Et évidemment, c'est ces milieux populaires-là qui de plus en plus s'abstiennent, vont pas voter. Et la question se pose à nous, comment ça se fait? Comme le lectorat des médias, des grands médias officiels, des journaux, de la presse, aujourd'hui est en diminution partout. Donc, qu'est-ce qu'on fait qui fait qu'on n'est pas capable d'aller chercher ces gens-là? Et je pense que tu parlais, tu citais ça. Je pense que l'entre-soi est très présent dans nos milieux. Très, très présent. On vote tous un peu pareil.
on a tous à peu près le même nombre d'enfants. On a tous 0,5 enfants. on a tous fait un peu l'université, un peu de la même façon. On a les mêmes expériences de vie, un peu l'un et l'autre. Et donc, la tentation est très forte de vivre entre nous. Et on est assez nombreux pour ça et d'oublier, dans le fond, quand même une grande partie, c'est pas la majorité finalement de la population qui, elle, vit pas dans cette facilité-là. Et je pense que ça touche beaucoup les médias. Ça explique beaucoup le fait que, par exemple, les gens viennent dans des médias comme le tien. Ouais, c'est ça. Comme le tien, qui a pas de place. Pourquoi t'as pas de place à Radio-Canada? Ouais. Pourquoi les médias officiels s'intéressent pas à ce genre de choses-là? Ils devraient se poser cette question-là. Trouve-moi une émission d'entrevue à Radio-Canada qui dure 1 heure, 1 heure et demie, où les gens peuvent tranquillement parler longuement. Il n'y en a pas. Pourtant, c'est payé par nos impôts, tout ça. Ouais. C'est payé par nos impôts et ça devrait être, au contraire, favorisé. On devrait se dire, justement, un média financé par l'État, un média public, justement, devrait s'occuper de ce genre de choses-là qui sont moins payantes, coûtent plus cher, ou etc. Là, donc, au moins... Mais ça m'arrive à poser cette question-là, puis je ne sais pas si tu vas vouloir y répondre, puis au pire, on la coupe, là, tu sais. Mais comment forcer un peu ces médias-là à avoir une remise en question? Tu sais, parce que moi, on dirait le premier réflexe que j'ai à cette question-là, c'est, tu coupes les subventions, tu sais. Puis là, ils vont être forcés de comprendre par eux-mêmes, tu sais, par le désabonnement de leurs propres membres, tu sais. Parce que on dirait que moi, c'est comme la seule idée que j'ai ça, mais en même temps, moi, j'aime vraiment pas ça, de se dire que, est-ce qu'on veut juste laisser ça, laisser le marché au nombre de clics, tu sais, parce qu'à un moment donné, c'est ça qui est le risque aussi, c'est que les médias vont tomber dans le sensationnalisme pour pouvoir survivre, tu sais, aller chercher la sensation pour... Fait que c'est ça, je trouve, qui est le danger aussi de ça, tu sais, comment avoir des médias sains, c'est un peu ça que... me pose comme question. Surtout qu'on est en ce moment dans une... Je suis très sensible à ce que tu dis. Effectivement, je pense qu'il n'y a pas de solution, évidente et on est dans une période de transition au niveau des médias. Hein? Tous les médias électroniques, Internet, etc., les médias sociaux, tout ça explose aujourd'hui. C'est la ruée vers l'ouest. Tu sais, il se passe un peu tout. Le meilleur et le pire se produit aujourd'hui dans les nouveaux médias qui apparaissent. Et donc, on ne sait pas trop où ça s'en va. Hein? Je prends l'exemple de la ruée vers l'ouest. Dans la ruée vers l'ouest, on a fait des choses magnifiques, mais aussi on s'est débarrassé des Indiens. Tu sais. Donc, mais tranquillement, tout ça va se placer. C'est-à-dire, je pense qu'un nouvel équilibre va probablement s'instaurer dans le monde médiatique. Les journaux traditionnels vont avoir moins de place, où ils vont trouver des nouvelles façons d'exister et de nouveaux médias vont apparaître. Mais c'est vrai que aujourd'hui, les médias plus officiels, Le Devoir, la presse, Radio-Canada, je trouve, ont tendance à face à ces changements-là, à ces bouleversements-là, qui sont importants, qui sont inquiétants, comme tu disais, mais ont tendance à se carapassonner un peu, tu sais, à s'enfermer un peu en parlant des fake news. Il n'y a que des fake news dans ces milieux-là. Tout le discours sur les fake news, pour moi, je trouve un discours inquiétant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Il y en a, effectivement, des fake news. Il y a des ingérences même étrangères dans ce genre de choses-là. Mais tu sais, des fake news, il y en a dans les médias officiels aussi. Oui. Il y en a dans les grands médias. Prenez les fameux pensionnats autochtones en Colombie-Britannique où on nous a dit qu'il y avait, je ne sais plus combien, 250 morts enterrés dans une espèce de fosse commune. Il n'y a pas eu une cuillère à soupe de terre de bouger pour aller les chercher, pour aller voir ce qu'il y avait là. Donc, et des choses comme ça, il y en a dans tous la fake news n'est pas le monopole des nouveaux médias et de l'Internet. Et ça, je pense qu'il faut s'interroger, il faut se questionner sur ces choses-là. En fait, c'est une autre façon de discréditer
un compétiteur, tu sais. Encore, Ouais. moi, je le vois un peu de même, là. Tu sais, souvent, on entend, parce que dans les campagnes de sensibilisation, c'est comme choisissez les nouvelles et pas le bruit. Tu sais, le bruit ambiant, Ouais, là, genre, ouais. exemple, tout ce qui se fait sur Internet. Mais attends une minute, là, et comme tu dis, là, il y a pas l'Internet n'a pas le monopole du bruit, là. Non, non. Il y a de la merde dans tabarnak là, qui se fait à Radio-Canada, là. Oui. Tu sais, fait que... Des fois, c'est ça, là. Encore, c'est comme une vision un peu hautaine, puis comme s'il détenait la vérité, puis il se butait à un examen de conscience là-dedans. Là, oui, ou ils veulent pas s'interroger, justement. Ils veulent pas faire leur examen de conscience là-dessus. Ils vivent entre eux. C'est ce que moi, j'appelle un peu l'entre-soi. C'est-à-dire, on vit entre nous, puis c'est confortable de vivre entre soi. C'est... Je te donnais l'exemple des reportages que j'ai pu faire, par exemple, en Allemagne. On nous parle des néo-nazis en Allemagne, on nous parle des gens en Europe de l'Est qui votent à l'extrême droite. Mais ces gens-là, il faut aller les voir. C'est très rare qu'on voit des reportages sur ces gens-là où ces gens-là peuvent s'exprimer. Trump, c'est pareil. Faisons la liste de toutes les personnes qui ont été interrogées dans la dernière campagne électorale américaine. Je suis sûr qu'on arrive à peu près à 75% ou c'est pas 80% de gens qui critiquaient Trump. Il reste quoi? Pour 50% des Américains, il ne reste pas grand-chose. C'est souvent des petits témoignages d'appoint pour dire, bon, regardez, on a laissé parler, hein? On l'a laissé parler. Puis on va voir, souvent, c'est des gens qu'on a interviewés dans la rue, qu'on a rencontrés comme ça, alors qu'on est allé voir un grand universitaire qui, lui, nous a expliqué que Trump, c'était vraiment quelqu'un de méchant. C'est... dans le militantisme encore, là, quasiment. Oui. Hein, c'est ça. Là. Oui. Et ça... Ça, c'était, je dirais qu'on voyait beaucoup moins ça à une autre époque. C'est une sorte de polarisation de la société qui aujourd'hui... Et les médias doivent tenir compte de cette polarisation-là, mais ils ne doivent pas se laisser avaler par ça. Ils ne doivent pas se laisser avoir par cette polarisation-là. Il faut qu'ils se ressentent. Il faut que même si la société se polarise, qu'ils soient encore capables d'aller voir tout le monde. Sinon, on va accentuer la polarisation de la société. On ne sera même plus capable de se parler. Mais est-ce que le monde intellectuel, tu sais, de tes 30 ans de carrière, là, est-ce que ça a toujours été de même? Parce que moi l'impression que j'ai, c'est que c'est pire que jamais aujourd'hui. Moi, l'impression que j'ai, en tout cas, surtout au Québec, avant, au Québec, c'était... fédéraliste, souverainiste. C'était ça le débat, là, tu sais. Puis le reste, c'était comme des sous-débats, là, on peut dire. Ouais. Puis, mais là, aujourd'hui, le clivage gauche-droite est encore plus présent, même si c'est à se demander si gauche-droite, c'est pas rendu désuet maintenant pour être capable de décrire le phénomène de sociétal qui est en train de se passer, là, tu sais. Fait qu'en tout cas, ma question initiale revient à, est-ce que ça a toujours été aussi polarisant que ça? Non, je pense pas. Je pense que la société a pas été aussi polarisée que ça. On a vu, je pense, depuis 20 ans à peu près, se développer progressivement certains appellent ça une guerre culturelle. Il y en a qui disent ça comme ça. C'est-à-dire c'est plus une guerre politique, c'est plus une guerre souverainiste ou fédéraliste, c'est une guerre culturelle. C'est-à-dire ça touche les modes de vie, ça touche les pensées plus profondes des gens. C'est le beauf, tu sais, le beauf avec son gros char par rapport aux bobos des centres-villes en bicycle. Là. Tu sais, c'est ce genre un peu d'affrontement qui s'est beaucoup développé dans nos sociétés et avec lesquelles on est un peu pris aujourd'hui. Puis ça, c'est lié, je pense, au fait qu'on est des sociétés en transition aujourd'hui. On est beaucoup revenu de toute l'époque de l'époque de ce qu'on peut appeler la mondialisation heureuse. On a
dans les années 80, tout le monde était assez joyeux. On ouvrait les frontières, on prenait des charters, on allait voyager partout dans le monde. La société qu'on nous annonçait, entre guillemets, société ouverte, on commençait à recevoir des immigrants. Une personnalité de gauche, il y a quelques années, me disait assez de fun. On avait des restaurants thaïlandais, on avait des restaurants haïtiens. On vivait dans une société qui se disait, à force d'ouvrir les frontières, à force on va créer une sorte de nouveau monde, on va tout être mélangé, on va être créolisé, on n'aura plus d'appartenance à un endroit, on va être des nomades. Vous savez, tout le vocabulaire là qui s'est développé dans les années 80, autour de la créolisation, autour de la diversité, on va être divers. Et aujourd'hui, on est une société où on revient de ça. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que ce monde idyllique-là qu'on nous a annoncé, c'est pas le paradis terrestre, en tout cas, qu'on nous avait annoncé. Ben, puis ça fait pas l'unanimité, là, non plus. Ben, ça fait plus l'unanimité. C'est-à-dire, dans les années 80, il y avait quand même un assez fort consensus social sur ces choses-là. Mais le jour où l'industrie s'est mise à péricliter, où les ouvriers spécialisés ont perdu leur job, puis qu'on les a envoyés travailler dans un CHSLD, le jour où ça s'est arrivé, ben, il y a des gens qui ont commencé à changer d'opinion. Le jour où on s'est retrouvé avec une immigration massive au point... L'immigration aujourd'hui a triplé, quintuplé, quadruplé. Et le jour où on s'est retrouvé avec ça, puis qu'on s'est aperçu qu'on n'arrive pas à l'intégrer, cette immigration-là, qu'on n'arrive pas à l'assimiler, on n'arrive pas... Il y a des gens qui se sont dit, ben qu'est-ce qui arrive avec notre culture québécoise? Ben, c'est une interrogation normale dans n'importe quelle société. On voit ça dans toutes les sociétés aujourd'hui. On voit ça en France, on voit ça au Royaume-Uni, on voit ça en Allemagne, on voit ça au Québec. Hein. C'est pas particulier. Le débat qu'on a sur l'immigration, il n'est pas particulier au Québec. Et donc, quelque part, on est revenu de ces rêves-là. On est revenu un peu on est en train de changer d'époque. Mais c'est dur changer d'époque parce que il y a des gens qui ont fait leur carrière sur ça, sur cette idée-là de la diversité, tout ce vocabulaire-là qui aujourd'hui, pour une grande partie de la population, veut plus dire grand-chose parce qu'on a changé d'époque, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait quelque part un rêve là-dedans un peu futile qui s'est pas réalisé. Il y a des gens qui veulent pas changer d'époque, qui en vivent quelque part d'une certaine façon, qui vivent du discours sur l'immigration, paisible, gentille, qui va sauver le Québec. Aujourd'hui, une grande partie, en fait, la majorité, à la limite, j'écoutais les statistiques aujourd'hui, il y a pas longtemps, juste avant de m'en venir à la radio, 80% de la population en général trouve qu'il y a trop d'immigration, par exemple. Puis parmi les immigrants même, là, ceux issus de l'immigration. Absolument. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'Haïtiens à Montréal qui sont arrivés dans les années 80, 90, qui trouvent eux-mêmes qu'il y a trop d'immigration. Mais va dire ça dans les couloirs de Radio-Canada, va dire ça dans les milieux au devoir, va dire ça dans les médias que j'appelle officiels, et tu vas te faire traiter de tous les noms. Je vais te dire une chose assez bizarre. Je connais bien les médias français, je connais bien les médias britanniques, un peu américains aussi, parce que j'ai vécu là un an en particulier. Au Québec, on a des journalistes spécialisés dans l'immigration. Hein? On a des journalistes qui, à tous les jours à peu près, nous ramènent, nous parlent d'immigration, mais ils sont quasiment spécialisés dans la propagande de l'immigration. Ça va jamais mal, l'immigration. Ça va toujours bien. C'est toujours des belles histoires personnelles qu'on raconte. Il est arrivé, il n'y avait pas grand-chose. Il est venu étudier ici, il s'est débrouillé, il a fondé une entreprise. Toutes ces histoires-là, ils existent. Puis c'est vrai qu'elles existent. Mais ça n'explique pas le phénomène. Ça n'explique pas les conséquences sociales, les conséquences en général d'une immigration massive. On ne parle pas d'une immigration relativement contrôlée, comme on en avait une, par exemple, dans les années 70, dans les années 80, où ce débat-là n'existait pas parce qu'on avait une immigration qui s'intégrait, tu vois. Mais va dire ça dans les milieux qui vivent de ça.
quelque part, et il y a beaucoup de journalistes qui vivent quelque part de ce type de discours-là. Et évidemment, ça va créer des problèmes. Donc, on est dans une époque de transition où on est en train on a découvert des réalités qu'on ne soupçonnait pas. Et donc, ce monde-là est en train de changer et il y a des gens qui, évidemment, veulent pas que ça change. Toutes les grandes périodes, qu'elles soient révolutionnaires ou autres, ou tous les grands changements sociaux, à un moment donné, opposent des populations qui, elles, sont désillusionnées, veulent changer. Et évidemment, souvent des élites qui, elles, veulent pas et veulent conserver quelque part leurs prérogatives. Dans Elvis Gratton 3, tu sais, à un moment donné, parce que là, c'est lui qui achète Radio-Canada. C'est Télémarde, c'est ça? C'est celui-là? Oui, Télémarde. Ouais, mes amis avaient détesté, moi je l'avais aimé. Mais bon, je m'en souviens très bien. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il parle d'un moment, puis je trouvais que pour un film de cette époque-là, début 2000, on dirait qu'il n'y a rien qui a changé, même s'il y a encore plus d'actualité. En tout cas, il parlait... Parce qu'il dit, on fait de l'information, puis là son rédacteur, je sais plus trop, il dit, non, ici, on fait de la formation. On fait pas de l'information, on forme l'idée. On la met Puis je me demande à quel point c'est vrai, tu sais. Est-ce que c'est exagéré de dire ça, ou... C'est-à-dire qu'on fabrique l'opinion, quelque part. C'est ça. Ben, je pense que... je pense qu'il y a en tout cas une vérité là-dedans, et Falardeau, justement, Falardeau avait le grand talent de nous mettre devant ces contradictions-là. Lui qui aimait justement le débat et qui aimait pas justement la formation de l'opinion ou le contrôle de l'opinion. Mais je pense que souvent les médias tombent là-dedans, dans une espèce de formation de l'opinion, justement parce qu'ils ne s'obligent plus à aller voir les contradictions. Parce qu'une fois qu'on va voir qu'on affronte les contradictions dans la société, on s'aperçoit qu'il n'y a pas une opinion. Puis des fois, la vérité est à gauche, des fois, la vérité est à droite. Des fois, elle est à l'extrême droite, des fois, elle est à l'extrême gauche. Il y a pas de vérité donnée, il y a pas une famille politique qui a la vérité. Donc oui, moi j'avais beaucoup aimé ce bout-là. Ce film-là. Je me souviens que tous mes amis l'avaient détesté. Falardeau il était plus bon, il faisait pas des bons films, tout ça. Moi j'avais apprécié, en tout cas, il y avait des choses un peu grosses là, mais j'avais apprécié sa satire des médias. Moi je reconnais des choses que j'avais vues. Parce que ça. Justement les petits chiens, là, les journalistes étaient des chiens. Oui, c'est ça. Il y en a qui n'ont pas dit, mais ça, c'est ça. Mais en même temps, il y a une critique à retenir de ça. Il y a une certaine leçon même là, que... Ben, c'est ça veut exprimer quelque chose, ça, là. Puis, fait qu'il y a quelque chose à comprendre de ça. Tu sais, quand il parle, tu sais, encore aujourd'hui, c'est vrai, là, tu sais, quand il dit si on n'en parle pas, ça n'existe pas. Ben, c'est vrai, tu sais, dans sa façon de, quand un média choisit de quel sujet qu'il parle, puis de quel sujet il traite pas. Ben, c'est une autre forme de censure, en tout cas. Là. Oui, absolument. Et d'ailleurs, la censure, elle se fait souvent, comme tu le dis, par les sujets qu'on ne traite pas. C'est-à-dire, c'est plus... c'est pas une censure évidente qu'on voit, où on critique un point de vue, où on qu'on dit... peut pointer du doigt. Oui, qu'on peut pointer du doigt. C'est tout simplement, on n'en parle pas. On le dit pas. Je te donne un exemple que moi j'ai connu en France il y a pas longtemps. Il y a un jeune qui s'appelle Quentin qui a été battu à mort là-bas par par des gens de la Jeune Garde, pas le groupe lui-même, mais des gens qui appartiennent à la Jeune Garde, une espèce de biliste extrême gauche là. Ce Quentin-là, il appartenait lui-même, en tout cas, il fréquentait du moins des organisations qu'on peut qualifier d'extrême droite, mais il était venu défendre 5 jeunes femmes qui tenaient une bannière parce que elle s'oppose à l'immigration massive et elle considère que les femmes sont souvent les victimes de cette immigration massive. Il y en a là-dedans qui ont été violées, on a abusé sexuellement d'elles et c'est souvent ce qu'on appelle en France des OQTF, c'est-à-dire c'est des gens, des immigrants qui ont commis des crimes et qui ont un ordre de quitter le territoire. Une obligation. Oui, une obligation de quitter le territoire et qu'ils le font pas. Bon, ce groupe-là, c'est un groupe
de féministes. On peut les qualifier, ils sont contre l'immigration, mais ils sont de droite. Personne qui dit que c'est des féministes. Tu vois, le mot est banni, tu vois. Le féministe, c'est juste à gauche. Ça peut pas être à droite. C'est pas possible, tu sais. Alors que, bon, il y a des féministes à droite, puis il y en a à gauche, mais tu vois, quand tu dis, il y a des choses dont on ne traite pas, des réalités qu'on oblitère, hein, qu'on met dans l'ombre, qu'on met de côté, mais il n'y a à peu près aucun média qui qualifie, au Québec en particulier, parce qu'il y a eu des reportages sur cette question-là, j'ai entendu personne dire, et j'ai lu personne au Québec dire que c'était un groupe de jeunes femmes qui étaient féministes. Ouais. Némésis. Oui, Némésis, voilà. Tu vois, ce genre, il me semble que c'est la moindre des choses de dire, au moins qu'elle se qualifie de féministe, minimalement. Non, on ne le dit même pas. Donc, c'est hors sujet. Et évidemment, les gens comprennent... vont comprendre l'information en fonction de ça. Si tu leur dis que c'est un groupe de féministes, ou du moins qu'ils se revendiquent du féminisme, on peut s'ostiner après si c'est vrai ou si c'est pas vrai, mais c'est pas vrai, mais elles s'en revendiquent. Les gens vont entendre ça, on va dire « Ah, comment ça, il y a des féministes? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Il y a une problématique, il y a des problèmes là qu'il va falloir expliquer. » Mais si tu mets ça de côté, si tu fais semblant justement de pas le voir, quelque part, ben écoute, il y a un point de vue, il y a une vision de l'information qui s'exprime. Et ça, on voit ça assez couramment. On pourrait trouver d'autres exemples de ça. Oui, mais ça explique aussi la perte de confiance de 50% de la population envers les médias traditionnels. Exactement. Parce qu'à force de te faire prendre pour un cave de même, ben tu fais, je peux plus te faire confiance. Tu sais, on le sait, là, ça prend tellement une grande carrière ou de plusieurs années pour avoir une réputation de crédibilité. Mais tu peux la perdre en 2 secondes, tu sais. Puis je pense que un à un, les médias traditionnels finissent par en perdre de plus en plus. Puis c'est ça, moi, je trouve triste parce que je me réjouis aucunement de cette perte de confiance-là. Parce que les médias puis les journalistes, c'est le 4e ou 5e pouvoir, je me souviens plus trop, là, tu sais. Oui, il y en a qui disent que c'est le premier aujourd'hui. Hein? Oui, il y a des gens qui disent que c'est le premier pouvoir. Ben, ça devrait, mais c'est ça, là, tu sais, on se ramasse avec ça, puis là, ça ressemble à être un gros pot mélangé, puis là, on sait plus trop quoi faire avec ça. Là, ouais, mais tu dis le 4e pouvoir, je pense que c'est plus tout à fait vrai aujourd'hui. Je pense que les médias ont énormément de pouvoir. Quelque part, ils font les gouvernements, ils les défont. Ils sont subventionnés par le gouvernement. Fait que, tu sais, à un moment donné... Oui, mais c'est pas tellement le fait d'être subventionné. Tu vois, le biais ou la censure, ça passe pas. Aujourd'hui, ça passe pas par ça. Ça passe pas par le ministre va téléphoner, il va dire hey là, lui, là, j'en peux plus, là, mets-le dehors ou fais quelque chose. Ça se passe pas comme ça. C'est plus subtil que ça. C'est plus quand je te parle de l'entre-soi, justement, c'est plus subtil que ça. C'est-à-dire que on pense la même chose, donc à un moment donné, il y en a un qui exagère, il va falloir qu'il rentre un peu dans le rang. Et je dirais que le Québec est particulièrement sujet à ça. C'est-à-dire qu'on est une société quand même de consensus ici au Québec. Moi, je le vois parce que tu vois bien que la société américaine n'est pas comme ça, puis la société française est vraiment pas comme ça. La société française, c'est même une société qui aime la chicane, là, tu sais, qui aime la chicane politique, qui aime la polémique, Bon, moi, je suis très à l'aise là-dedans parce que j'aime ça, moi aussi. Ouais. Bon, d'accord, mais... ça devrait déteindre sur toi. Peut-être que ça a déteint sur moi, oui, je pense que ça a déteint sur moi, mais... je pense que par rapport à ça, on est une société au Québec que moi, je trouverais trop consensuelle, que je trouve trop consensuelle. On n'aime pas la chicane. Ouais, c'est ça. On n'aime pas la chicane et je comprends pourquoi on est une société consensuelle. Historiquement, il a fallu qu'on se serre les coudes puis qu'on se tienne, sinon on ne serait pas là. T'sais. Sinon, on serait plus là. Donc, on est une société qui, quelque part, qui est solidaire, qui se tient. Mais ça, c'est extraordinaire. C'est bien. C'est même une caractéristique, une qualité, en tout cas, du Québec. Mais quand on arrive dans le domaine du débat politique, c'est plus tout à fait une qualité. C'est-à-dire qu'il faut, quand on n'est plus un groupe, une communauté qui se tient ensemble, quand on devient des citoyens,
dans une société démocratique, dans une république pour la France, mais nous, dans une démocratie parlementaire, quand on devient des citoyens, on n'est plus des chum-chums, là. On est des citoyens égaux, tu vois. Et donc, on a le droit, justement, parce que la démocratie, c'est faite pour permettre à des gens qui pensent pas pareil de vivre ensemble. C'est pas une communauté. La communauté, c'est bien, ça existe sur le plan culturel, tout ça. Mais la démocratie, c'est faite pour aider, pour permettre, dans le fond, aux contradictions de s'exprimer pacifiququement. Et donc, quand on devient un citoyen, oui, la chicane politique, ça fait partie de la vie et c'est bon. Je dirais, c'est bon parce que ça évite les consensus, ça permet à tout le monde de s'exprimer et ça crée pas des rancœurs, je dirais, pour des gens qui ont pas pu s'exprimer parce que tout le monde pensait pareil puis qu'ils n'avaient pas le droit d'exprimer leur point de vue. Donc, le Québec, de ce côté-là, est un lieu qui manque un peu, à mon avis, de polémique, de contradiction, et où ceux qui pourraient soulever ces débats-là, souvent le font pas. Peut-être pourquoi? Par manque de courage, pour pas choquer ses amis, pour pas perdre des amis, tu vois. Moi, j'ai perdu des amis, hein. C'est oui, sûr. J'ai perdu des amis. C'est pas drôle de perdre des amis. J'ai jamais trouvé ça drôle de perdre des amis. Et ça devrait pas. Ça devrait pas. Est-ce que c'est parce qu'ils trouvent que tu t'es radicalisé, je dis ça entre guillemets, là, ou c'est parce que eux, justement, ils se sont radicalisés, tu sais? Est-ce que comment expliquer ça d'abord? Ben, chose certaine, moi j'ai pas suivi l'évolution de la gauche depuis un certain nombre d'années. J'ai dit moi j'arrête là. Tu parlais de ça va jamais assez loin là. Ouais. Moi c'est sûr qu'à un moment donné, le jour où on m'a expliqué qu'un homme pouvait devenir une femme, là, j'ai dit non, là, j'arrête là. Excusez-moi, là. je ne franchis pas cette... vous pourrez me dire que la Terre est plate, là. Ça, non. Il y a une ligne, là. Moi, je pense pas, je vais pas au-delà de ça. Et évidemment, ça crée des inimitiés. Mais on devrait être capable de pouvoir vivre et être des amis, même si on n'est pas d'accord. Point de perdre, c'est ça, une amitié. Moi, je suis très, très, très souverainiste, OK? J'étais un Christ de crinqué souverainiste. Ouais. Puis j'ai un de mes très bons amis, qui lui, c'est un fédéraliste. Puis oui, on est amis, tu sais. Des fois, on parle, des fois, le ton monte. Ben oui, voilà. Il finit par redescendre, puis on ouvre une autre bouteille de bière. Exactement, ça aide. Ben oui, c'est ça. T'sais. Puis là, on change de sujet parce qu'à un moment donné, il l'ouvre. Oui. Tu vois, moi, il y a quand même, ça commence à faire longtemps. Il y a plusieurs années, j'avais écrit, j'étais aux États-Unis, j'avais écrit un papier, un article dans le Devoir expliquant que c'était ma surprise. Moi, à ce moment-là, on parlait beaucoup d'intervention en Irak, puis tout ça, et ma surprise, c'était de me dire, je trouvais que les Américains discutaient beaucoup des questions internationales, puis étaient préoccupés par ça. C'est sûr, ils sont tout partout, eux autres. Non, mais je trouvais que le monde ordinaire était intéressé par ça, ce qui n'est pas toujours le cas chez nous, tu sais, ici au Québec. Fait que là, j'ai écrit un article pour dire... il me semble que les Américains, quand même, on a des choses à apprendre d'eux parce qu'ils discutent les questions internationales. La géopolitique. Oui, ils s'intéressent à ça. Puis quand ils vont voter pour un président, ben, ils considèrent ça, ils pensent à ça. J'avais dit, c'est positif, ça, chez les Américains. Ben, l'été suivant, il y a des amis qui m'ont dit, ben, laisse faire, viens pas nous voir, tu sais. Ah ouais. Oui, aussi bête que ça, là, tu sais. Aussi bête que ça. Et ça, je trouve que c'est triste parce que moi, j'ai comme toi des amis qui sont plus à droite, plus à gauche que moi. Et je prends un plaisir fou à les rencontrer. Et eux aussi prennent un plaisir fou. On s'ostine. Effectivement, exactement comme tu disais, on s'ostine. Des fois même, à la limite, presque, on s'engueule quasiment, mais c'est pas grave. C'est ça la vie en démocratie. C'est ça la vie dans une société démocratique et dans une société pluraliste. C'est ça. Donc, il faut vivre avec ça. Et tu sais, je me souviens d'un texte que j'avais lu dans le Figaro au moment de la mort de Charlie Kirk. Il y a une chroniqueuse française absolument brillante qui avait écrit « J'aimais ça être en désaccord avec Charlie Kirk. C'est un gars intelligent,
J'étais en désaccord sur presque tout avec lui, mais j'aimais ça, être en désaccord, parce que c'est quelqu'un qui faisait avancer notre réflexion. Et c'est dans les contradictions qu'on fait avancer sa pensée puis sa réflexion. Est-ce que la bonne foi s'est perdue? T'sais, on dirait que moi, quand j'écoute quelqu'un, ben, si je prends la peine de l'écouter, ben, je vais essayer de réellement comprendre qu'est-ce qu'il veut dire, pas juste ma tante me fie à un résumé que quelqu'un peut faire, que quelqu'un qui l'aime pas peut en faire. T'sais, je vais vraiment essayer de comprendre puis voir où moi je me situe par rapport à ça pour être capable de soit attaquer cet argument-là de bonne foi aussi, puis de dire non, moi je suis en désaccord parce que blablabla. Bla, bla, bla. Mais est-ce que la bonne foi s'est perdue? Est-ce qu'elle a même déjà existé ou ça a tout le temps été un peu une forme de guerre de même? Je pense qu'il y a une certaine bonne foi quand même qui s'est perdue. Il y a toujours eu une espèce de guerre-là, ça a toujours existé partout. Les passions sont normales, c'est humain. Hein, là, parce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Là, mais je pense on vit une époque quand même où il y a une certaine bonne foi qui existe plus. Tu sais, quand tu vois, moi je le vois en France, je le vois beaucoup, je le vois maintenant au Québec, hein, parce que c'est en train d'arriver au Québec. Quand on commence à traiter sans arrêt les gens d'extrême droite et même de fascistes. Quand on en est rendu là, écoute, tu as parlé de la tribune là, qui a été signée par 420 personnes dans mon cas. Il y a des gens sur Internet qui ont écrit « Ah, on a un beau tableau là, du paysage fasciste au Québec. » C'est épouvantable. J'ai lu ça. On lit ça sur les réseaux sociaux. Puis on lit ça sur les réseaux sociaux. C'est pas n'importe qui, là. C'est pas le petit cul qui arrive de quelque part. C'est des gens qui ont de l'influence, souvent qui sont interviewés à Radio-Canada ou qui travaillent dans ces... Oui, des gens qui travaillent dans ces milieux-là. Des fois, ils ont des doctorats. Hein. Il y a beaucoup de doctorats. Beaucoup de gens te balancent le fait qu'ils ont un doctorat. Aujourd'hui, c'est assez courant. Et donc... imagine traiter tous ces gens-là. Il y avait Denis Arcand là-dedans, il y avait, en tout cas, je nommerai pas toutes, mais traiter ces gens-là de fascistes comme ça, mais t'es qui, toi, pour dire ce genre de choses-là? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne veux pas discuter avec vous. C'est ça que ça veut dire. La conséquence, c'est ça. Et ça veut dire que je ne veux pas discuter avec vous. Puis ça veut dire peut-être aussi que, dans le fond, je n'ai peut-être pas les arguments pour discuter avec vous. Il y a une sorte de on s'abrite derrière ces invectives-là pour ne pas discuter et peut-être parce qu'on sent qu'on n'a pas tous les arguments pour répondre à ces gens-là. Donc, on les met dans une case, puis on s'en débarrasse. Mais quand on en est rendu à se débarrasser de la moitié de la population d'un pays, là, il commence à avoir des problèmes. Mais tu sais, moi, qu'il y en a qui t'aiment pas, ben c'est très correct avec ça. Il y en a sûrement plein qui m'aiment pas, puis c'est très correct. Moi-même, il y a du monde que j'aime pas. C'est la vie, on fait avec. Ouais. Mais là, tu sais, de dire que ces personnes-là, sans nuance, sans absolument aucune remise en question, ces 420 personnes-là, c'est des fascistes, c'est des extrêmes droites et tout ça. C'est embarrassant intellectuellement de dire ça. Puis c'est un gars qui a un secondaire 3 qui dit ça en ce moment. Parce que ça nuit au débat, ça nuit au tissu social. Ouais. C'est une façon d'éviter le débat, c'est une façon de ne pas vouloir savoir ce que ces gens-là ont à dire, de ne pas vouloir débattre avec eux, mais je trouve qu'il y a là-dedans aussi beaucoup de, moi, ce que j'appellerais d'inculture politique. Je trouve qu'il y a une baisse de niveau de la culture politique dans notre société. Tu sais, tu balances des mots comme fasciste, comme extrême droite, comme si c'était la même chose. L'extrême droite, c'est pas le fascisme. C'est la droite, l'extrême droite, le fascisme, c'est pas les mêmes choses. Hein? Et le nazisme n'est pas du tout la même chose. Je veux dire, on sait ce que le nazisme a été le plus grand cataclysme de l'histoire du 20e siècle, avec un racisme absolument inimaginable. Les régimes fascistes, pas nécessairement été racistes. Pas nécessairement. Mussolini, au début, c'est pas du tout un raciste. Il est antisémite un peu comme la société de son époque l'était, mais c'est pas du tout, je veux dire, c'est pas une politique raciste. Mais tout ça, c'est pareil.
Aujourd'hui, tout ça, c'est mélangé. L'extrême droite, qu'est-ce qu'il a défini? C'est la droite, mais aussi, il y a une filiation violente dans l'extrême droite. En France, c'est les ligues. Donc, il y a quelque part, on ne fait pas confiance au parlementarisme. On pense qu'à un moment donné, il va falloir un geste violent. Chercher la violence aujourd'hui dans le Rassemblement national, il n'y en a pas. Il n'y a aucun discours de violence dans le Rassemblement national. Il y a d'autres défauts, là, mais il n'y a pas ça. Donc, on utilise tout ce vocabulaire-là que les gens ordinaires dans la société mélangent tous ces mots-là. Je veux bien, mais là, on est avec des gens qui ont des doctorats, là, qui nous balancent leur doctorat en pleine face, puis qui nous disent, regardez, moi, j'en ai un doctorat en ci, en ça, et qui utilisent tous ces mots-là de la même façon, alors qu'il n'y a aucun de ces mots-là qui veut dire la même chose que l'autre. C'est des choses complètement différentes, radicalement différentes. Donc, je trouve qu'ils ont des doctorats, mais ils n'ont pas de culture politique. Une absence de culture politique. Et je ne sais pas qu'est-ce que font nos universités sur ces questions-là. Est-ce qu'ils ont lu les grands historiens qui ont étudié l'histoire du fascisme, qui ont étudié l'histoire du nazisme, qui ont étudié c'est quoi l'extrême droite? Il y a des gens qui ont défini ces choses-là. Comme je te dis, je parle pas de Mme Chose qui attend l'autobus, là. Elle n'a pas le temps de lire ces gens-là, elle a d'autres préoccupations. Mais il y a des gens dont c'est le métier de faire ça. Il y a des gens qui ont étudié, qui ont des doctorats, qui devraient être capables d'utiliser ce vocabulaire-là politique de manière un peu raisonnée, de manière un peu intelligente, qui se fonde sur l'expérience historique et sur ce qu'on peut lire. Mais moi, ça m'en vient à poser la question parce que je lisais le livre d'Étienne-Alexandre Beauregard. Puis là, je me souviens plus des chiffres exacts, mais il me semble que c'était à 70 ou 80% des enseignants dans les universités au Canada qui se disaient progressistes, tu sais, comparativement aux peu qui se disent conservateurs, tu sais. Fait que est-ce que ça peut expliquer le phénomène, justement, que on les forme encore une fois à être des nouveaux militants? Ou, Oui, il y a une grande partie, effectivement, de la formation qui est très orientée aujourd'hui dans les universités. Ça. Moi, je me souviens très bien, à un moment, ça fait déjà 20 ans, de ça, j'étais à Lyon. Il y avait, à chaque année, il y a ce qu'on appelle les entretiens Jacques Cartier à Lyon. Il y a plein d'universitaires québécois qui viennent à Lyon avec des universitaires français, puis c'est un peu comme des états généraux. C'est comme les rencontres là, du Canada français régulièrement qui se tiennent là. Donc, c'est des débats universitaires, des colloques, ce genre de choses-là, hein, France-Québec, là. Et je me souviens très bien qu'on avait eu un exposé d'un professeur d'environnement sur des questions, sur les sciences environnementales, qui nous disait, vous savez comment je mesure, moi, l'efficacité de mes cours, si je sais que mes cours sont bons ou ils sont pas bons, je mesure ça au nombre de militants écologistes que je forme et qui vont sortir de mes cours. Ah bon? Je t'avoue, je suis tombé de ma chaise parce que à l'époque, on n'était pas habitué à ce genre de discours-là. Donc, c'est pas le rôle d'un professeur. C'est quelqu'un qui se donne comme mission de former des militants. Écoute, il y a plein de places pour former des militants. Il y a d'autres endroits. Mais l'université n'est pas là pour former des militants. Et aujourd'hui, des gens comme ça, on en voit de plus en plus. C'est pas le lieu, l'université, que tu sortes d'un cours sur l'environnement, que tu sortes écologiste ou anti-écologiste ou tout ce que tu voudras. Quelque part, là, on s'en fout. L'important, c'est qu'il y ait une culture qui a été transmise, une connaissance. Le rôle d'un professeur, en tout cas à mon humble avis, c'est d'essayer de pousser le plein potentiel de son élève et non de lui dire comment penser, comment réfléchir. Tu sais, de lui de déteindre sa propre opinion sur ses élèves. C'est pas supposé être ça. Là. C'est peu importe ton opinion. Moi, je vais essayer de te pousser à ton plein maximum. Et de transmettre des connaissances qui sont pas accessibles facilement pour les étudiants. Et je dirais qu'à la limite, même, le professeur doit respecter une certaine réserve, à la limite, sur ses opinions. Parce qu'il sait qu'il y a de l'influence. Hein? Il sait qu'il y a beaucoup d'influence. Donc, il doit un peu modérer aussi ses opinions, essayer de mettre ça au second plan, parce que le premier plan, c'est ce que tu dis, c'est les connaissances, c'est le développement des élèves eux-mêmes, leur esprit critique, leur capacité de penser, de
réfléchir. Mais là aussi, comme dans le journalisme, on s'aperçoit qu'il y a une sorte de frontière qui est franchie, une sorte de devoir de réserve quelque part qui est franchi. Parce que quand on fait un métier comme ça, on a un devoir de réserve. On a un devoir de se modérer un peu, de se dire, je suis pas dans mon salon, là. Je suis pas dans la rue en train de manifester. Là. Mais c'est quand même drôle parce que, tu sais, c'est ça, il y a quand même une grosse présence, on va dire, néo-progressive, là, dans les institutions, autant à l'université que dans les médias. Mais par exemple, elle est tellement peu présente parmi la population. Tu sais, comme maintenant, si on veut cibler une pensée qui la domine un peu, on peut y aller avec le Parti de Québec solidaire, tu sais, qui sont très peu dans les sondages, tu sais, sont à 7%, puis ça a de la misère à monter, ça plafonne, tu sais. Fait que comment qu'on peut expliquer qu'ils sont autant présents dans nos institutions, cette pensée-là, cette idéologie-là? Oui, va voir à Radio-Canada, va voir à Québec, va voir au Devoir, va voir à la presse ou dans les médias en général. Tu vas voir quelle est l'influence, quelle est la présence de Québec solidaire. En France, on vit ça actuellement. Le Parti socialiste est pas mal dans le fond, un peu rendu dans la cave. En tout cas, à la présidentielle, il n'a même pas fait 2%, la candidate du Parti socialiste. Grand Parti socialiste, le parti de Mitterrand, le parti de François Hollande, là, de Jospin, a fait 2% à la dernière présidentielle, un peu plus dans les législatives. Mais donc, c'est un parti qui est de plus en plus, quelque part, un peu négligeable dans l'électorat, sauf qu'il contrôle toutes les grandes institutions françaises. C'est le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, l'Arcom qui s'occupe de la radio, le CRTC français, puis nomme-les, là, toutes les organisations d'État. C'est toutes des socialistes qui sont au pouvoir. Alors, t'imagines le pouvoir que ces gens-là ont, alors que la population, elle, vote pas pour eux. Puis ils veulent plus de leurs idées. Oui, ils veulent plus de leurs idées, mais eux, ils sont installés à ces endroits-là et ils veulent pas en partir, ils veulent pas en sortir. Aujourd'hui, en France, on vit beaucoup ça, mais je pense que c'est l'exemple français, on pourrait le retrouver ailleurs. On vit beaucoup ça parce qu'on s'en va l'année prochaine dans un peu plus d'un an, vers des présidentielles. Les sondages disent que c'est le Rassemblement national qui semble, en tout cas en tête dans les sondages aujourd'hui, que ce soit Marine Le Pen ou Jordan Bardella, on verra, là, parce que c'est une question juridique, là. Il y a des... c'est ça. Elle est devant... Enfin, on attend un jugement de cour là-dessus sur Marine Le Pen. Mais on s'aperçoit que le pouvoir en place est en train de placer ses pions un peu partout pour contrôler les institutions, pour que le jour où le peuple français aura choisi, elle ou un autre, là, on verra. C'est le jour où ça va arriver, ben on va contrôler les institutions, l'appareil juridique, les communications. Donc, tout cette espèce d'appareil-là, là, dans les médias, et quelque part, la population voit ça en se disant, mais écoutons, qu'est-ce qu'on fait de notre opinion? Comment on considère notre opinion? On est-tu encore en démocratie quand tu te dis que les institutions suivent pas la volonté de la population? Ils suivent la population quand ils votent du bon bord, mais quand ils votent du mauvais bord, ben non. C'est ça. Non. Puis leur rôle, c'était supposé d'être un contre-pouvoir ou pouvoir en place, mais là, c'est le contraire. C'est comme si c'était le premier pouvoir. Oui, oui, ça devient le premier pouvoir. Et on peut s'interroger sur nos démocraties. Il y a même des gens qui théorisent le fait que, quelque part, la justice, c'est plus important que les élections. Tu sais, il y a des théoriciens en France qui théorisent ce genre de choses-là, mais je m'excuse, la volonté populaire, elle s'exprime largement dans les élections et la justice, c'est important. La justice, c'est un contre-pouvoir, c'est essentiel. Mais c'est pas la justice qui mène à une société. Là, il faut... le peuple a encore le droit d'élire ses dirigeants et de faire en sorte que ces dirigeants puissent agir, puissent faire quelque chose qui ne soit pas complètement bâillonné, pieds et poings liés, parce que les juges ont décidé ceci, les juges ont décidé cela. Aujourd'hui, les juges s'arrogent des pouvoirs qu'ils n'avaient pas
auparavant. Pourtant, on vivait en démocratie. Aujourd'hui, ça arroge des pouvoirs qui sont très, très importants, extraordinaires, ce qui fait que les gens élisent du monde sur des programmes. Puis là, ils leur disent, au bout de 5 ans, mais t'as rien fait. Ben non. L'appareil gouvernemental est bloqué. Exactement. C'est ce que, Trump appelle ça l'État profond, là. Ouais. Mais en tout cas, où on peut parler d'un certain gouvernement des juges. Je pense qu'on vit effectivement dans un certain gouvernement des juges. Il ne s'agit pas d'exagérer non plus dans ces dénominations-là, dans cette critique-là. Mais je pense qu'on vit aujourd'hui beaucoup dans une sorte de gouvernement des juges. Au Canada, c'est assez présent. Mm-hmm. Très, 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 très présent. Combien de lois, quelque part, ont été faites presque directement par les juges. Hein? Mais tu sais, quand ton point de départ, c'est de te dire qu'il faut que tu te méfies du peuple, ben, tu sais, c'est ça que tu veux instaurer aussi comme système. Là. Oui, c'est ça. Il y a cette idée-là que si on laisse trop le peuple s'exprimer, il y a des idées pas très, très sympathiques qui vont surgir, alors que, écoute, le peuple a droit à ses opinions et ses opinions valent bien celles de nos élites, quelque part. Je pense qu'il ne faut pas faire de différence à ce niveau-là. Et à force de restreindre le peuple, ben, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve avec des taux d'abstention énormes. Et le jour où le peuple va vouloir se faire entendre, peut-être que ça ne sera pas beau. Ben, c'est peut-être que ça va ce jour-là exploser. Puis et je pense que le phénomène de Trump exprime un peu ça. Ben, puis c'est ça, tu sais, il y a une phrase de mon ami Benjamin Tremblay, il dit tout le temps « You get the policies you deny », tu sais, fait que dans son temps, tu dénies une population, une frange de la population, ben, tu sais, ce monde-là finit par se radicaliser. Ça te revient en pleine face. Ben, c'est ça. Ouais, c'est un effet boomerang quelque part, à force d'empêcher un certain nombre d'idées de s'exprimer dans notre société. Le peuple, comme je te dis, soit il démissionne, il s'en va. Je dis, bon, ça m'intéresse plus. Soit tu crées une colère qui, elle, à un moment donné, va te revenir en pleine face et risque de... Qui pourrait peut-être aussi amener un certain totalitarisme de gauche aussi, tu sais. C'est ça qui serait encore plus triste, tu sais. Puis là, moi, je veux pas faire de la politique fiction ou des... ou, tu sais, moi-même, je trouve ça tout le temps exagéré, ceux qui parlent d'une montée de fascistes, tu sais. Fait que je ferais pas la même affaire, tu sais, mais je pense que il y a quand même... Ça pourrait être un scénario qui finirait par arriver s'il y a jamais un mécontentement qui est comme résolu, là, tu sais. Ouais. Mais il y a dans la population une demande d'autorité. Ça, c'est sûr. On sent ça un peu partout. On le sent aux États-Unis, on le sent en France, en tout cas, on le sent. Mais justement, face souvent à l'impuissance des pouvoirs, tu sais. En France, ça fait 40 ans que la population vote pour des candidats qui lui annoncent, qui lui promettent qu'ils vont réduire les taux d'immigration. Ça fait 40 ans. Tous les sondages, j'ai fait le tour au moment de donner tous les sondages depuis 40 ans, puis il n'y a jamais un sondage où la population veut plus d'immigrants. Bon, on peut être d'accord ou pas, là, mais c'est ça que la population veut. Hein? Puis elle a le droit de vouloir ça. Et tous les politiciens lui ont promis ça. Ça ne s'est jamais arrivé. C'est au contraire, les taux d'immigration ont tout le temps augmenté sans arrêt. T'imagines le fossé que ça crée, ça? Une population a le droit de vouloir moins d'immigrants, je veux dire. Il y a eu des époques où on en a eu moins, il y a eu des époques où on en a eu plus. Ça dépend de la conjoncture, de la situation économique, ça dépend de l'état de la population, ce qu'elle veut. Moi, je me souviens que j'avais fait des entrevues au Royaume-Uni où on nous expliquait même que le gouvernement Blair, souvent, quand il voyait que ça allait mal, que l'intégration, ben, il serrait la vis sur l'immigration, parce que pourtant, c'était des sociodémocrates, c'était des gens de gauche. Il y avait un ajustement. Oui. C'est normal dans une société de faire ça. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que la population veuille qu'on fasse ça, puis qu'on fasse exactement le contraire. T'imagines le fossé qui se crée à un moment donné, et là, justement, le jour où on va s'attaquer à ça, peut-être que ça ne sera pas beau. Peut-être qu'il y aura une colère accumulée là, et qui va faire en sorte qu'il faut traiter les problèmes quand ils sont là. Il ne faut pas les accumuler, les cacher.
mettre une couverte dessus, parce que ces problèmes-là, ils vont te revenir à un moment donné. En Angleterre, c'est quoi? Il y avait eu comme une manifestation qui avait eu genre comme 3 millions de personnes, il n'y a pas tant longtemps. Puis tu sais, dans les médias traditionnels, on disait qu'il y avait juste 100 000, 150 000 personnes. Puis tu voyais clairement, là, à moins que je me suis fait avoir là, par l'intelligence artificielle puis les fake news, là, mais il y avait des millions de personnes là, dans les rues Absolument. En Angleterre. Puis ça brassait pas mal. Moi, j'ai eu la chance de couvrir ces mouvements-là, mais au tout début, en Irlande, ça a commencé en Irlande, ça, où on faisait des grands... il y avait beaucoup de demandeurs d'asile et on faisait des résidences pour demandeurs d'asile dans des petits patelins où, je sais pas, moi, des patelins où il y avait 200 personnes. On arrivait là avec, je sais pas, 500 demandeurs d'asile, tu sais, dans ton petit village. Puis là, boum, ça arrive et la population était pas contente. Donc, il y a même eu des gens qui ont mis le feu à des bâtiments ou des choses comme ça. J'avais couvert ça en Irlande et tranquillement, 6 mois plus tard, on voit que ça s'est rendu... au Royaume-Uni, ça s'est développé et il y a eu exactement ce que tu racontes. Mais le gouvernement britannique, social-démocrate, niait le problème. C'est-à-dire, disait, ces gens-là, c'est des fascistes. Mais oui, mais moi, le jour où ils sont rendus 2 millions, là, pose-toi des questions. Là. C'est plus un méchant fasciste qui manipule tout le monde. Et aujourd'hui, heureusement, il y a quand même une certaine gauche qui commence à se poser des questions là-dessus. En France, notamment, qui commence à se dire, si on s'attaque pas à la question de l'immigration, si on ne met pas de l'avant quelque chose qui va être acceptable pour la population, on va disparaître. On va disparaître. Cette gauche-là va s'en aller, va disparaître. Il n'y a plus personne qui va voter pour elle. C'est ce qui arrive peut-être un peu à Québec solidaire, par exemple. Tu vois, où on voit vraiment que l'espace politique de ces gens-là se restreint. C'est ce qui arrive en France, qui est arrivé en France avec le Parti socialiste. Mais tu sais, on va voir qu'est-ce que les élections vont se passer, parce que là, c'est en automne 2026 au Québec. Là. Ouais. On va voir s'ils vont avoir une prise de conscience avec le résultat qu'ils vont avoir, ou au contraire, ils vont encore plus se radicaliser. Parce que moi, de ce que j'entends d'un coulisses du parti de Québec solidaire, c'est que ils assument pas assez leur position. Faut être encore plus radical. C'est pour ça qu'on connecte pas avec le monde, c'est parce qu'on est comme trop ambigu, là. Au contraire, il faut pleinement l'assumer, puis mettre des politiques, puis avoir un programme encore plus radical, plus axé sur nos valeurs que nous, on défend. Puis c'est pour ça que le monde ne connaît pas, mais tu sais, moi, je regarde ça de l'extérieur, puis je fais comme, tabarnak, vous êtes déconnectés bien raide, là, tu sais. Si c'est ça, là, tu sais. Fait que, c'est ça, on va voir. Peut-être que c'est moi qui ai tort. Il y a deux attitudes là-dessus. Soit on se demande qu'est-ce qu'on n'a pas fait de correct, c'est quoi les problèmes dans notre programme, puis on essaie de regarder ce que la population veut, puis de s'adapter à ça. C'est quand même un peu ça, la démocratie, hein? Tenir compte de ce que veut la population. Soit on fait fi de ça et on se lance dans une espèce de fuite en avant. Et je trouve que la gauche a beaucoup fait ça depuis un certain temps. Elle l'a fait en France, elle l'a fait en partie au Québec. Ce que le peuple a à dire, c'est pas important. Nous, on sait la voie, la vérité, la vie, on sait ce que c'est, on sait que ça s'en va par là, puis suivez-nous. Tu sais, mais bon, on voit le résultat de tout ça, tu vois, aujourd'hui, et ça amène une gauche de plus en plus radicalisée qui véhicule des idées souvent qui sont extrêmement loin de ce qui existe dans la population. J'ai une dernière question, puis après ça, je te laisse reprendre ta vie. C'est ma vie en ce moment. Il n'y a pas de problème avec ça. Parfait, ça. Ouais. C'est que dans le fond, j'ai une dernière question parce que c'est de quoi qu'on dirait qu'il peut parler ou que même, je pense, qu'il n'est pas abordé dans les médias. C'est est-ce qu'on a fait un post-mortem de la période de la COVID? Tu sais, est-ce qu'on a fait... est-ce qu'on a tiré des leçons de la gestion de la pandémie, tu sais, parce que, en tout cas, moi, je suis curieux d'avoir ton opinion là-dessus, savoir qu'est-ce que tu en penses. Ouais, j'ai l'impression que c'est un sujet tabou. Ouais. C'est un sujet tabou parce que
c'est vrai que on a eu une épidémie, il fallait agir, puis on ne savait pas comment agir. Ça, c'est sûr, parce que c'était nouveau. Donc, c'est normal qu'on ait fait des erreurs quelque part là-dedans. Mais je pense qu'on a vu ça, on a vu une tendance quand même à enrégimenter la population d'une manière probablement exagérée, à mon avis. Tu vois des pays, par exemple, comme la Suède, qui ont été beaucoup plus libéraux sur les mesures sanitaires, ont à peu près le même taux de mortalité que le Québec. Tu prends la Suède, là, c'est une population presque semblable, pays nordique, la quantité de, tu sais, le niveau de population est à peu près très semblable et on a le même taux à peu près, tu sais, on a à peu près le même taux. Donc, il y a eu une espèce de tendance de nos pouvoirs publics à enrégimenter les gens, tu vois. On a copié la Chine un peu, tu vois. Copier la Chine, c'est toujours un peu inquiétant. Copier un pays communiste totalitaire. On a un peu copié la Chine. Je le répète, qu'on ait fait des erreurs, c'est normal. C'est normal qu'on ait fait des erreurs, mais on a vu se manifester là des tendances politiques au contrôle, tu sais, au contrôle d'un peu tout ce qu'on voit. Et et je dirais que à la limite, on a un peu expérimenté là des mesures de contrôle qui sont, je pense, inquiétantes et qui pourraient, malheureusement, qu'on pourrait retrouver aujourd'hui, tu sais, dans d'autres domaines où on veut ça. Et on a censuré les opinions beaucoup à cette époque-là. Écoute, Stéphane Bureau a été, pas flanqué à la porte, mais en tout cas blâmé par l'Ombudsman de Radio-Canada. Pourquoi? C'est la seule... Il y a une personne qui a interviewé le professeur Raoul, puis j'essaye pas de le défendre, là. Il y en a une au Québec. On aurait dit, bonne idée. Ça a été interviewé partout dans le monde. Je veux dire, il y a combien de médias américains qui l'ont interviewé? Il y a combien de médias français qui l'ont interviewé? Il n'y a pas un seul média français qui ne l'a pas interviewé. Des médias belges, des médias allemands. Qu'un gars interviewe le docteur Raoult au Québec, y a-t-il quelque chose de plus normal que ça? Ce qui était normal, c'est qu'il soit le seul à l'avoir fait. C'est ça qui était normal. Il y en a un qui a fait ça, là. Tu sais, le premier, la fameuse chanson de Guy Béard, le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté, tu sais. C'est ça qui s'est produit. C'est très inquiétant. Des choses comme ça, pendant la COVID, on en a vu, tu vois. Radio X avec la publicité qu'ils ont coupée sur leur radio, là, tu sais. Puis quand que moi, en tout cas, mon opinion personnelle de ça, c'est que, à ta minute, tes publicités, ça sert à quoi? Ça sert à convaincre du monde qui sont pas convaincus ou... Chris, ta niche est là, c'est eux, tu dois convaincre, c'est ceux qui écoutent cette radio-là, tabarnak, là, tu sais, et non prêcher pour déjà des convaincus, là, tu sais, fait que moi, je trouve ça, super inefficace et antiproducteur de... Tu sais, antiproductif de... il est là, ton crise de public à convaincre, là, tu sais, fait que... Puis là, il enlève la publicité là-dessus, tu sais. Et c'est pas en cachant des points de vue qu'on convainc les gens. Non. C'est en les mettant... Les gens sont intelligents. Les gens, c'est pas... Nos lecteurs, c'est dans la presse, c'est des gens qui sont capables de faire des choix. On n'a pas à choisir pour eux. On n'a pas à leur dire c'est ça que vous devez faire. Je pense que quand on présente les faits, quand on présente les 2 versions d'une chose ou plus, les 3, les 4 versions, je pense que le lecteur est intelligent. On est transparent. Je pense qu'il est capable. Il est capable de choisir. Il faut faire confiance. Il faut faire confiance aux gens. Je pense que... Et ce manque de confiance-là, c'est très inquiétant dans les médias. On s'est mis, pendant la COVID, justement, on s'est mis à traiter les gens de complotistes. On était rendu un ennemi du peuple si on posait une question au Devoir. Il y a une chroniqueuse, Francine Pelletier, qui a été foutue à la porte à ce moment-là. C'est parce que je dis pas qu'elle avait raison, là. Je dis pas qu'elle avait raison, mais répondez-y au lieu de la foutre à la porte. Expliquez les choses. Peut-être qu'elle-même va dire, c'est vrai, je me suis trompé. J'étais pas... Peut-être qu'elle-même va dire ça, mais bon, si on élimine sa voix, si elle disparaît, écoute, je pense qu'on n'a pas convaincu personne en congédiant Francine Pelletier, tu sais. Et donc, on a vu pendant la COVID des méthodes comme ça
que moi, j'apprécie pas, en tout cas, et que malheureusement, on pourrait une façon aussi d'enrégimenter les gens, de les forcer, de leur demander des papiers d'identité particuliers, Passeport vaccinal. Passeport vaccinal. Et je dirais que je dis pas que c'était absolument inutile de faire tout ça, mais il y a eu une tendance, on a vu une tendance se manifester à ce moment-là, à une forme d'autoritarisme, une forme de contrôle, de contrôle de la population. Puis tu sais, aujourd'hui, les moyens de contrôle de la population, ils sont énormes. Hein? Pensons à l'intelligence artificielle, pensons à tout. Oui, pensons à la façon, au traitement des données, des informations personnelles. Tu sais, en France, il y a un débat sur la question des jeunes et de l'accès aux réseaux sociaux. Tu sais, est-ce qu'on doit interdire l'accès aux réseaux sociaux, le permettre seulement à 16 ans ou à 15 ans ou 14 ans, je ne sais pas. Mais pour faire ça, il va falloir que tout le monde envoie sa carte d'identité. Là. C'est ça, tu t'identifies. Bon, au moins qu'on se pose la question, là, au moins qu'on s'interroge là-dessus. Tout le monde va devoir centraliser dans une banque sa carte d'identité. On va savoir quel âge qu'il a. Puis à partir du moment où tu as la carte d'identité, tu sais c'est qui, qu'est-ce qu'ils font. Tu sais, aujourd'hui, avec les moyens qu'on a, tu peux quasiment refaire avec ta carte de crédit, on peut refaire ta vie. Tu sais, puis on va savoir à peu près à quels endroits tu te rends, à quelle heure tu te couches. Puis tu sais, c'est ça. Puis tu sais, l'anonymat, souvent, tu sais, ils vont dire que c'est de cette façon-là que le crime puis l'insécurité se propage. Puis, mais en même temps, il ne faut pas oublier que, tu sais, quand ils ont fait tomber durant le printemps arabe, tu sais, il y avait beaucoup... L'anonymat sur Internet, c'est ça qui a pu faire tomber ces dictateurs-là, parce que c'est de même qu'ils ont pu se rassembler, qu'ils ont pu... Fait que c'est un contre-pouvoir qu'on se priverait si on enlève ça. Fait que en tout cas, moi, je donne pas mon opinion, mais je suis en train de dire, par exemple, que ça aussi, ça fait partie de la conversation qu'on doit avoir. Là, tu vois, moi, il y a quelques années, j'étais pour ça qu'on supprime l'anonymat dans les réseaux sociaux ou sur Internet, puis aujourd'hui, j'ai changé d'idée. J'ai changé d'idée là-dessus. Je trouve que c'est une mesure de contrôle exagérée dans une société. Dans une société, il faut toujours faire une sorte d'équilibre entre le contrôle et la démocratie, le libéralisme. Là. Et je pense que c'est trop. Évidemment, ça aura des contre-coups. C'est-à-dire, il n'y a rien qui est parfait, là. Hein? Il n'y a rien qui est parfait. S'il y a plus de libéralisme, il y a des choses qu'on va laisser passer. Oui. Mais des fois, ça vaut la peine de laisser passer quelques affaires qui sont pas très sympathiques, mais pour conserver en tout cas le côté libéral de nos sociétés, le côté la liberté en fait des gens. Et donc moi j'ai changé d'opinion là-dessus. Comme j'ai changé d'opinion sur un certain nombre d'autres choses sur les réseaux sociaux depuis que je suis dedans, je découvre un monde. Je me dis, coudonc, tout ce qui se passe là, c'est pas négatif. Une émission comme la tienne, des choses que je découvre ce monde-là et je pense que c'est positif et il faut accepter de changer d'opinion quand c'est nécessaire, quand on est convaincu d'autre chose. Puis comment on peut expliquer le fait que le gouvernement pas qu'ils reconnaissent pas leur erreur, mais tu sais, qu'ils reviennent pas sur... Il n'y a pas un post-mortem de tout ça. Pourquoi qu'on dirait qu'ils balayent ça sous le tapis, puis c'est comme ça n'a jamais existé, puis ils laissent faire ça, ils veulent pas en reparler. Moi, j'ai aucun problème, parce que c'est sûr que ça va arriver. Il y a des gouvernements qui vont faire des erreurs, puis c'est la vie, on n'est pas parfait. Mais moi, je m'attends à ce qu'ils les regardent de plein fouet. On a fait ça qui était pas bon, ça. Mais ça, par exemple, c'est un résultat qui est bon puis on devrait garder, tu sais. Fait que là, on pourrait garder ça, tu sais. Fait que pourquoi que... On dirait qu'ils balaient ça sous le tapis puis ils en parlent juste pas. Ouais, mais... C'est dur de reconnaître ses erreurs, hein? Reconnaissons-le, c'est pas facile, surtout en politique. Il y a beaucoup de gens qui reconnaissent pas leurs erreurs, qui s'entêtent sur des choses. Puis bon, la politique a toujours été un peu comme ça. Ce qui est pas acceptable, c'est que ces critiques-là, on les empêche de s'exprimer. C'est ça. Ça, c'est pas acceptable. Ouais. Ça, c'est pas acceptable. Qu'il y ait des gens qui ont de la misère à reconnaître leurs erreurs, je veux bien, là. C'est humain, quelque part. La politique est faite comme ça. Il y a du mensonge en politique. Oui, il y a toujours eu du mensonge en politique. C'est vrai. Même des grands personnages comme De Gaulle ont menti à des moments donnés en politique. Pourtant, c'est des héros aujourd'hui. René Lévesque a certainement menti à des moments donnés en politique. Ça fait partie un peu du métier.
mais qu'on empêche ces critiques-là de s'exprimer, non. Ça, je pense que c'est inacceptable. Ouais. Un gros merci, Christian Rioux. Écoute, c'est super apprécié. C'était vraiment cool. Pour vrai, un énorme merci. Si le monde veut te suivre, ça, tu écris nouvellement chroniqueur au Journal de Montréal. J'ai un site aussi. Oui, Substack. christianrioux.substack.com. OK, je vais mettre le lien dans la description. Puis j'aimerais dire aussi un gros merci à mon commanditaire qui est procafetière.ca et les cafetières Bellucci. Un énorme merci de commanditer le podcast. Oui, exactement. Puis les Bellucci sont drettes là. Fait qu'un gros merci. Je vous encourage à aller faire vos commandes justement chez procafetière.ca. Ils ont plein de sortes de café et la livraison est facile, sécuritaire et très rapide. Fait qu'un énorme merci. Puis ils t'offrent une belle poche de café du WhatsApp Podcast. Fait que j'avais justement besoin de café. Tu vas en avoir une bonne poche qui va te tenir réveillé jusqu'à tes prochaines chroniques. Fait qu'un énorme merci. Un gros merci aussi à tout le monde qui nous écoute, qui nous supporte. Si vous aimez le podcast, je vous encourage à le partager. Et si vous voulez nous supporter financièrement, vous pouvez vous abonner à mon Patreon au patreon.com/whatsappodcast qui vous permet d'avoir tous les podcasts d'avance sans publicité parce que je sais à quel point ça fait chier. Sur ça, je te laisse le mot de la fin. Un gros merci d'être venu, puis c'est ça, je te laisse le dernier mot. C'est un vrai plaisir d'avoir du temps pour discuter. T'sais, on utilise tout le temps le mot conversation. Aujourd'hui, tout le monde parle de conversation, on fait des conversations au lieu de faire des débats. Mais là, je pense qu'on a fait une conversation. Il faut du temps pour faire une conversation. Et je pars d'ici heureux et satisfait. Ben, t'en reviendras. Allez, salut. Hey, gros merci, au revoir tout le monde. Bye.